Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler de ANOVA. Alors ANOVA en anglais ça veut dire Analysis of Variance, et ce qui signifie en français analyse de variance. Alors associé à cette analyse de variance, c'est le test F de Fisher. Donc la lettre associée à ce test, c'est la lettre F. Donc dans quel cas on va pouvoir analyser ces variances et faire ce test de Fisher? Eh ben c'est quand on a en fait des données qui sont dans des catégories et qu'on se pose la question, est-ce que les données sont vraiment liées à leur catégorie et à quel point? Alors, je vais vous prendre un exemple assez bête, mais comme ça va vous permettre de comprendre. Par exemple, si j'ai des arbres suivant des localisations et que je me demande s'il y a un lien entre la taille de l'arbre et la localisation. J'aurai donc dans ma ville A différentes tailles d'arbres, dans ma ville B j'aurai différentes tailles d'arbres aussi, et dans ma ville C j'aurai encore une fois plusieurs tailles d'arbres, et du coup moi je me demande si les tailles des arbres elles sont liées au fait qu'elles appartiennent à la ville, donc elles appartiennent à la catégorie, ou est-ce que ces tailles elles sont indépendantes de la catégorie. Donc là c'est vraiment la question qu'on se pose, à quel point les données qu'on a dans la catégorie elles sont liées à cette même catégorie. Donc avant de faire ce test, il va falloir vérifier plusieurs conditions, donc là vous voyez qu'il y en a pas mal. La première, c'est que les observations doivent être indépendantes. Autrement dit, il faut que les tirages soient faits aléatoirement. Donc si par exemple je suis dans ma ville A, les tailles que je vais prendre, je les prendrai sur des arbres pris aléatoirement. Donc je vais pas prendre les arbres les plus grands par exemple, ça pourrait fausser les données. Non, il faudra vraiment que je choisisse mes arbres aléatoirement dans chacune des villes. Donc là, c'est ça, il faut que les tirages soient aléatoires. Ensuite, il faut que les données elles soient distribuées à peu près normalement. Autrement dit, dans chaque classe ici, mes données elles doivent correspondre plus ou moins à la loi normale. Alors, c'est à peu près, il n'y a rien de bien précis. Et comment savoir si les données sont distribuées normalement ou non? Alors pour ça, vous pouvez utiliser le skewness et le kurtosis qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Sinon, il y a aussi un test statistique qui existe, c'est le test de Shapiro-Wilks, donc qui vérifie la normalité des données. Alors moi, je ne vais pas faire de vidéo à propos de ce test, mais sachez qu'il existe. Ensuite, il ne faut pas de données extrêmes. Donc, comment éviter les données extrêmes? Alors, on avait vu la méthode de Tukey dans une vidéo précédente, il y a pas mal de temps déjà. Sinon, vous pouvez simplement répartir chacune des données sur un graphique et voir si vraiment elles paraissent extrêmes ou non. Ensuite, il faut que les variances des groupes soient à peu près égales. Alors, ce que j'appelais groupes, en fait, ce sont l'intérieur de nos classes. Il faut que les variances des données elles soient à peu près les mêmes pour chaque classe. Et enfin, il faut que les effectifs par classe soient à peu près égaux. Autrement dit, que là, si j'ai 3 données, et là, j'en aurai pas 82. Il faut à peu près que j'ai le même nombre. Donc si par exemple là, j'en ai 82, là, je pourrais en avoir 78, là, je pourrais en avoir 84. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait à peu près le même nombre d'éléments dans chaque catégorie. Parce que sinon, ça pourrait plutôt fausser les données. Donc ça, ce sont nos conditions. Donc si toutes ces conditions sont vérifiées, on va pouvoir passer à la formulation des hypothèses, comme dans chaque test statistique. Alors c'est un peu comme dans la vidéo sur le Ki2, H0 va nous dire que les données entre elles sont indépendantes de leur catégorie, et H1 nous dira que les données sont liées à leur catégorie. Donc ça, ce sont nos deux hypothèses, donc l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Maintenant, on va s'intéresser au calcul, puisque pour rappel, dans chaque test statistique, on va devoir calculer une valeur et ensuite on va devoir la comparer par rapport à une valeur théorique. Alors ce calcul, donc on avait dit que pour le test de Fisher, c'était la lettre F. Donc ça va être quoi? Ça va être la SCE inter divisé par le degré de liberté inter, après grande barre de fraction ici, divisé par SCE intra, divisé par le DDL intra, le degré de liberté intraclasse. Alors je vous propose d'être un peu plus explicite à propos de ces SCE et de ces degrés de liberté. Donc la SCE inter, c'est la somme des carrés des écarts entre les classes. Donc entre les classes, je vais avoir des écarts de valeur. Et du coup, si je regarde ces écarts, je les mets au carré et je fais la somme, j'ai ma SCE inter. La SCE intra, en fait, c'est pareil, sauf que c'est à l'intérieur des classes. Intra, ça veut dire à l'intérieur. Donc, à l'intérieur des classes, je vais avoir des écarts entre les données. Ces écarts, donc SCE, somme des carrés des écarts, ces écarts, je vais les mettre au carré, et puis je vais calculer leur somme. Alors, globalement, le calcul plus détaillé, c'est celui-ci. Donc, par exemple, pour la SCE intra, vous voyez qu'on va prendre la valeur moins la moyenne. Donc, à chaque fois, on aura l'écart entre la valeur et la moyenne qu'on mettra au carré, et on fera la somme. Pour la SCE inter, pareil, la valeur, donc ça c'est la valeur de la moyenne de la classe, moins la moyenne de toutes les classes, on met le tout au carré, donc on multiplie par le nombre d'éléments, et on fait la somme. Donc à chaque fois, somme des carrés des écarts. Et le degré de liberté, c'est quoi? Alors, il faut savoir que le test de Fisher, il est associé à une fonction, entre guillemets, qui est la densité de probabilité de Fisher-Snedecor. Donc en fait,
le test de Fisher, il est associé à la loi de Fisher-Snedecor. Et cette loi, donc cette fonction, elle a deux paramètres. Et ces deux paramètres, c'est ce qu'on appelle le degré de liberté inter et le degré de liberté intra. Et en fait, c'est quoi? Et ben, en fait, ce degré de liberté inter, donc c'est interclasse, donc entre les classes, combien de degrés de liberté j'ai? Et ben, j'en ai le nombre de classes moins 1. Donc par exemple, là, on a 3 classes, donc le degré de liberté inter vaudra 3 moins 1, autrement dit, ce degré de liberté, il vaudra 2. Et le degré de liberté intraclasse, c'est le nombre d'éléments moins k. Alors si je prends cet exemple, là j'ai 9 éléments, donc j'aurai 9 tailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 tailles, et je soustrais par le nombre de classes, j'ai 3 classes, donc mon degré de liberté intra, dans cet exemple-là, il vaudrait 9 moins 3, autrement dit, il vaudrait 6. Alors maintenant qu'on s'est bien intéressé à ces calculs, bien sûr, on les verra dans les vidéos suivantes, hein, on va voir dans quel cas on accepte ou on rejette H0. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, vous aurez calculé le f, donc ce f, je vais l'appeler f calculé, donc c'est celui-là, et avec Excel ou avec une table de données, on va voir le f théorique. Donc on aura deux valeurs de f, la valeur de f qu'on a calculée et la valeur de f théorique, et en fait, on n'a juste qu'à comparer ces deux données. Donc, si la valeur calculée, elle est plus grande que la valeur théorique, alors regardez, là j'ai refait la courbe de Fisher-Snedecor dans un axe. En fait, f, c'est au niveau des abscisses, ici. Donc sur la courbe des abscisses, là j'ai mon f théorique, là j'ai mon f calculé. Si mon f calculé est plus grand que mon f théorique, et bien dans ce cas, je vais pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Donc là, rejet de H0. La deuxième méthode, donc c'est tout le temps la même chose, pour ça c'est p-valeur plus petit que alpha. Alors la p-valeur, en fait, il faut savoir que c'est l'aire sous la courbe, donc là ce serait l'aire rouge, qui est comprise entre plus l'infini et le f calculé. Donc ça c'est ma p-valeur, tandis que mon alpha, bah, c'est l'aire sous la courbe entre plus l'infini et mon f théorique. Donc là ce serait l'aire jaune. Donc si vous comparez les aires sous la courbe, là on voit clairement que l'aire liée à la p-valeur ici, l'aire en rouge, elle est plus petite que l'aire en jaune. Donc finalement la p-valeur est plus petite que alpha, et dans ce cas-là je devrais rejeter H0. Donc là pour rejeter H0 finalement, eh ben, vous avez deux méthodes. Alors qu'est-ce que ça signifie rejeter H0? Eh ben, ça veut dire que là on avait formulé notre hypothèse nulle, ça veut dire que notre hypothèse nulle elle est pas bonne, c'est pour ça qu'on l'a rejetée, et du coup si on a rejeté l'hypothèse nulle, eh ben, c'est l'hypothèse alternative qui va être validée, du coup ça voudra dire que les données sont liées entre elles. Alors maintenant qu'on a bien vu tout ça, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu plus à cette courbe-là. Alors en réalité, elle ne ressemble pas que à ça, étant donné qu'elle a deux paramètres, et ben elle a plein de formes possibles, mais ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que de toute façon, l'aire sous la courbe, peu importe sa forme, et ben elle vaudra toujours 1. Alors je vous mets cette image-là que j'ai prise directement sur Wikipédia, si vous cherchez cette fameuse loi de Fisher-Snedecor, et du coup, ben là, vous voyez qu'il y a plein de courbes, parce que ben, ces courbes, elles dépendent de nos deux degrés de liberté, de notre degré de liberté inter et de notre degré de liberté intra. Donc inter et intra, c'est ce qu'ils ont appelé 1 et 2 ici. Donc là, on voit qu'elle a plusieurs représentations, et je vous propose qu'on se retrouve sur Desmos, justement, pour un peu plus parler de ces diverses représentations. Alors nous voici sur Desmos, et donc la fonction de cette loi, et ben en fait c'est celle-ci. Alors bien sûr faut pas l'apprendre par cœur, hein, mais voilà, comme ça vous pouvez voir à quoi elle ressemble, ça permet un peu peut-être pour vous de la démystifier. Et vous voyez que donc cette fonction elle a deux paramètres que moi j'ai appelés A et B. Ces deux paramètres, donc le DDL inter et le DDL intra, que Wikipédia avait appelé D1 et D2 et que moi j'ai appelé A et B, et ben ils sont là. Alors je vous propose qu'on les manipule un petit peu. Dans un premier temps on va voir quand A égale 1 et B égale 1. Alors vous voyez que si je modifie le A, alors dans les valeurs négatives ça fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas très important en fait, puisque de toute façon dans ce test là on s'intéresse que aux valeurs positives. Donc du coup vous voyez que plus j'augmente la valeur de A, et plus la courbe va avoir tendance en quelque sorte à s'aplatir entre guillemets, donc c'est-à-dire elle va se déplacer vers la droite comme ceci, et cette pointe là va s'aplatir. Donc regardez, là je suis à 1 ici, et donc vous voyez que plus j'avance dans A, et plus cette partie-là de la courbe va être décalée sur la droite, et cette partie-là va s'aplatir et va être aussi décalée sur la droite. Voilà, maintenant concernant B, eh bien regardez, B c'est quoi? Il va avoir plutôt tendance, lui, à augmenter cette partie-là et à diminuer cette partie-là. Donc hop, vous voyez, là ça augmente, ça diminue, et je peux continuer pour A. Vous voyez que A, il va avoir tendance à décaler la courbe sur la droite, et en l'occurrence, là, la pointe, eh ben, elle va devoir remonter pour que toujours notre R sous la courbe vale 1. Voilà, donc
Comprendre qu'est-ce que fait A et qu'est-ce que fait B, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien qu'il y a 2 degrés de liberté et du coup que notre courbe, eh ben, elle est encore moins stable, entre guillemets. Elle peut avoir plein de représentations différentes. Alors moi, j'ai choisi une représentation un peu comme ça dans mes dessins, mais bien sûr, celle-là, enfin, je veux dire, il y en a plein d'autres, quoi. Il pourrait y avoir, par exemple, celle-là. Vous voyez, on dirait 2 courbes différentes, mais pourtant elles proviennent de la même fonction. Alors, il faut pas connaître ça, bien sûr, mais par contre, il faut, voilà, que vous ayez vite fait une idée de la représentation de la courbe. Et si vous voulez sur Desmos, vous aussi, faire cette courbe pour un peu manipuler ce A et ce B, eh ben, je vous mets le code associé à cette fonction dans la description, et vous irez sur Desmos, vous le collerez, et comme ça, vous aurez la courbe directement. Enfin, j'aimerais bien qu'on s'intéresse assez rapidement à l'intensité. Alors l'intensité, c'est quoi? Vous faites simplement la SCE inter divisée par la SCE totale. Alors la SCE totale, c'est simplement la SCE inter plus la SCE intra. Et vous allez trouver une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Alors si vous trouvez une intensité qui est proche de 0, ça veut dire que les données sont liées à leur classe de manière très faible, tandis que si vous allez trouver une intensité qui est proche de 1, ça voudra dire que les données ont un lien très important avec leur classe. Elles sont clairement liées à leur classe. Donc bien sûr, on explicitera ça un peu plus aussi dans les prochaines vidéos. Voilà, donc sinon j'espère que cette vidéo vous aura permis d'adopter un premier point de vue par rapport à ce test de Fisher lié à l'analyse de variance. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos dans lesquelles, avec un exemple, on calculera la SCE inter, la SCE intra, et de manière générale, on réalisera ce test. Du coup, à tout de suite.